Alors, bonsoir. Bonjour, bonsoir. On va essayer quelque chose de différent. Comme vous avez remarqué, il n'y a pas d'électricité. Alors, je fais une conférence à la chandelle. Et on verra jusqu'à quelle heure on peut tenir. On essaye d'être en direct sur live stream aussi en même temps. Et j'espère que le son fonctionne. S'il y a quelqu'un branché sur le live stream, peut-être qu'ils vont nous dire ou appeler le son si jamais ça ne fonctionne pas. Alors, on se met dans un cocon et on explore la notion de reconstruire après une perte. Et je trouve que c'est un sujet intéressant parce que des fois, on a tous le sentiment peut-être de perdre quelque chose. Des fois, on ne sait pas ce qu'on a perdu. Il y a des cas très évidents qui sont peut-être des pertes après un feu, après un incendie, après un divorce, après tout un tas de gros événements de la vie, un décès. Là, on sait qu'il y a vraiment des vraies pertes tangibles. Mais des fois, les pertes, elles ne sont pas très tangibles. Et c'est là où on est un peu moins familier avec la notion de reconstruire après une perte. Est-ce qu'il y en a qui savent combien d'énergie ils perdent par jour? C'est difficile à calculer. Combien d'énergie on perd, combien d'énergie on gagne, combien de pensées on perd, combien de pensées on gagne. Il y a une expression qu'on utilise dans le Raja Yoga qui s'appelle les pensées perdues. En anglais, ils appellent ça waste thought, des pensées vraiment inutiles, des pensées qui n'ont pas de sens. Et des fois, on perd nos pensées. En anglais, il y a aussi une perte de l'esprit, ils appellent ça un he'll lose, somebody lost their mind. Quelqu'un a perdu son esprit. Ça, c'est très grave quand on perd son esprit. Des fois, il y a des pertes tangibles aussi. Des gens perdent ses clés, perdent son porte-monnaie, perdent son argent, perdent à la loto, perdre au jeu, perdre dans les objectifs et les buts qu'on s'est fixés. Il y a toutes sortes de pertes qui peuvent arriver. En spiritualité, ce qu'on remarque, c'est que souvent, c'est l'âme qui perd son énergie. Et ça se traduit souvent soit par une faible capacité à être capable de bien réagir, à bien répondre à des situations, à trouver des solutions. Des fois, c'est une perte d'énergie physique. On est très fatigué. Des fois, ça se traduit par une forme de dépression, une forme de découragement. Quand on sent qu'il y a vraiment une perte d'énergie, on est un peu tributaire des biens et des facilités physiques maintenant, pas d'électricité. Tout à coup, on se rend compte, oups, comment on fait? Un téléphone se décharge, et on ne peut plus le charger, qu'est-ce qu'on fait? Si l'eau chaude, on ne peut plus la chauffer, qu'est-ce qu'on fait? Une perte d'énergie, ça peut avoir beaucoup de conséquences. Donc c'est très bien qu'on parle de ça le jour où il y a une panne d'électricité. Ça tombe très bien. Une perte d'électricité. Elle était annoncée, remarquez, donc on savait que ça allait se produire. Une perte d'énergie pour l'âme, c'est vraiment comme perdre accès à des ressources. Et il n'y a rien de plus frustrant que lorsqu'on a besoin d'une ressource et qu'elle n'est pas là. C'est perdre son temps. Les personnes aiment ça, perdre son temps, parce que le temps est une ressource, une énergie qui est très importante. Puis perdre son temps, il y en a qui aiment ça, perdre leur temps. C'est pas vraiment agréable. Et donc, tout va bien demain? Ça va? On se demandait si au lieu de la bougie, on pouvait mettre ça, parce qu'on va voir mieux. Si je commence à ressembler à un fantôme, vous m'avez dit. Non, mais on te voit bien. C'est bien. C'est pour ceux qui sont à la télévision à la caméra. Pour le moment, ça va. On va prendre la bougie pour... C'est mieux? Oui. La bougie. Ah oui, c'est plus clair. C'est plus clair tout ça. On va prendre la bougie. Ah oui.
Pour moi, la question est de savoir si on arrive à mesurer cette perte. Parce qu'on s'habitue à perdre. On s'habitue à ne pas avoir ce qu'il faut. Il y a des gens qui ont juste 5 $ par jour pour vivre. Ils finissent par s'habituer à ça. Et quand on s'habitue à un manque, c'est là qu'on devient tout à coup habitué au manque et on devient petit. C'est-à-dire qu'on laisse nos capacités se rétrécir. Si quelqu'un a besoin d'une centaine de quoi que ce soit, puis il n'en a que 5, pendant un certain temps, il y aura un manque, puis il risque un jour d'y avoir une habitude. On s'habitue à un manque. Et c'est là où ça devient très dangereux, parce qu'en spiritualité, on s'habitue à une perte. On s'habitue à être incapable de bien répondre à toutes les situations. On s'habitue au fait d'être fatigué. On s'habitue au fait d'être des fois découragé face à certaines choses. Donc nos pertes d'énergie, malheureusement, à un moment donné, on n'a plus la perspective de dire, mais qu'est-ce que je devrais avoir comme énergie? C'est quoi mon niveau rempli? Vous avez déjà eu une expérience dans laquelle vous vous voyez comme une fleur complètement épanouie, à 100%, avec un bonheur presque insoutenable, un amour tellement puissant que ça traverse les murs. Vous êtes tellement heureux que vous en avez mal ici à force de rire, c'est vrai? On a gravement quand on a des fous rires, tu sens que physiquement tu as pratiquement mal aux joues tellement on sourit. Une fois c'est drôle parce que je méditais, puis souvent au début de la méditation, moi j'étais convaincu d'avoir un visage très souriant, puis je souriais. Puis je disais aux gens, ça fait pas trop bizarre quand je souris tout le temps en méditation? Je dis, mais tu souris pas du tout, hein, tu as l'air très sérieux. Tu vois? Voyons, je suis sûr que je souris. Et des fois, je pense qu'on ne s'en rend pas compte de l'expression faciale. Et intérieurement, on est souriant, mais extérieurement, ça ne se manifeste pas. Et l'expérience d'être empli, l'expérience d'être débordant même. Combien de fois on fait cette expérience? Avoir toutes ces capacités. L'expérience que je fais, moi, souvent en méditation ou dans mon cheminement, c'est quand j'arrive à maintenir un niveau de conscience assez correct pendant 2 jours, 3 jours, 4 jours. Là, on mesure les effets de ce niveau de conscience, la synchronicité, la puissance des pensées, l'économie des pensées, le peu de pensées inutiles, le sentiment qu'on évolue dans le monde, que tout est palpable, que tout est précis, tu rentres dans ta voiture, tu vas au travail, tu fais ça, tout est comme... Tu as l'impression d'être tellement plus en vie que normalement. Mais c'est très, très, très subtil. Et s'il n'y a pas vraiment une conscience aiguisée, puissante, on ne s'en rend pas compte. Puis être ordinaire, c'est normal. On est très habitué à être ordinaire. Très, très habitué à être ordinaire. Mais c'est très inhabituel d'être extraordinaire. Surtout pendant une longue période de temps. Être extraordinaire comme ça pendant quelques secondes, ça va, mais être extraordinaire sur une longue période de temps, c'est autre chose. Et ça vient juste de cette capacité à ne pas être dans un état dans lequel on perd constamment notre énergie. Et on dit souvent qu'en spiritualité, ce qui se passe, c'est qu'on a tous des fuites. Et donc on médite, on prend un bon bain, on dort, on mange, on a des gens qu'on aime. Au lieu de se remplir, on a l'impression qu'on se vide en même temps. Et souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a des fuites. On remplit d'un côté, ça se vide de l'autre. Mais je pense qu'il y a plus qu'un réservoir. Peut-être plus qu'un réservoir. Le cœur est un réservoir, l'esprit est un réservoir, l'intelligence, le cerveau est un réservoir. Mais il faut qu'ils soient tous pleins. S'ils se vident tous, il y a des fuites dans tous les réservoirs. Et les fuites, c'est très invisible parfois. On ne sait pas qu'il y a une fuite. Tu conduis ta voiture, puis tu ne vois pas la fuite parce qu'elle est en dessous. C'est peut-être quelqu'un qui va dire, je pense que ça coule. Et on ne s'était pas rendu compte que ça coulait. On fait des bonnes choses, puis on n'en reçoit pas le fruit qu'on espérait. On essaie de faire des bonnes actions, on fait des choses agréables, on fait des efforts.
Puis au lieu de recevoir le fruit de tout ça, ben, on se sent toujours encore en train de pédaler plus fort, plus fort, plus fort. Ça, c'est certainement qu'il y a une fuite quelque part. Sinon, tout ce qu'on fait de bien nous donnerait de l'énergie, nous permet de sentir qu'on gagne de l'énergie. Et c'est pour ça qu'on nous dit souvent de faire un bilan, de se dire, est-ce qu'on peut mesurer régulièrement combien est-ce que je perds, combien est-ce que je gagne. Quelqu'un qui est soucieux de ses finances, à un moment donné, il doit se préoccuper de je gagne tant, je dépense tant. Si on est en veille de faillite, ben c'est qu'on a dépensé beaucoup plus qu'on a gagné, non? Et si on est dans cette situation-là, d'un point de vue spirituel, on a du mal à fournir, on a du mal à donner autant qu'on aimerait donner, c'est certainement qu'il y a une fuite quelque part. Donc la reconstruction du soi après une perte, nécessite qu'on soit conscient qu'il y a eu une perte, deux, qu'on sache de quel genre de perte il s'agit, puis ensuite de savoir comment est-ce qu'on peut colmater les fuites et comment essayer de se remplir à nouveau. Et dans la pratique du Raja Yoga, on dit qu'il y a deux sources d'énergie. Et l'une est le silence, et l'autre est, au contraire, une espèce d'essence de signification, ce qu'on appelle la connaissance. Donc ça, on dit qu'il y en a un qui est l'essence, puis l'autre la connaissance. Et d'un côté, le silence, c'est être capable d'aller dans une expérience au niveau des pensées, au niveau des sentiments, au niveau de la prise de conscience, explorer le pouvoir du silence. Et dans ce silence, il y a vraiment un gain d'énergie. Sauf si c'est un silence artificiel. Se forcer à être en silence, ça ne marchera pas non plus. Mais dans un vrai silence, on sent qu'à un moment donné, il y a un gain d'énergie. Et la connaissance, ça veut dire donc l'étude, la réflexion, l'analyse, le pourquoi, le comment, le qu'est-ce qui se passe, pourquoi je suis comme ça, pourquoi ça s'est passé. Une compréhension puissante fait qu'on arrive aussi à colmater les fuites. Ce qui fait que des fois on est vide, c'est parce qu'en fait on est impuissant. Et on se dit, je ne comprends pas. Pourquoi c'est comme ça? Ça ne devrait pas être comme ça. Pourquoi c'est comme ça? On était dans une retraite, plusieurs d'entre nous, le week-end dernier. La conférencière disait, son mantra c'était, quand on voit les choses, elle dit, c'est pas bien, c'est pas mauvais, c'est tout simplement. En français, je veux pas... C'est comme ça. Voilà, c'est comme ça. C'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme ça. Et ça, par exemple, c'est l'articulation d'une réalité qui est très encourageante. Plutôt que d'avoir la réalité qui est pourquoi c'est comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Ça m'énerve quand c'est comme ça. Puis j'aime pas ça quand c'est comme ça. Quand on pense dans ce sens-là, souvent là on perd d'énergie. C'est ni constructif, ni réparateur, ni un gain d'énergie. Ça, c'est vraiment une perte d'énergie à ce moment-là. Alors que si on se dit, écoute, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme ça. Au moins, il y a une neutralité qui nous permet ensuite d'agir de façon beaucoup plus positive. Ne pas être engagé émotivement. Nous, on dit par exemple, une autre formule qu'on utilise souvent, c'est la pièce de théâtre, elle est parfaite. Donc, quoi qu'il arrive, je sais que ça fait bizarre des fois parce que c'est un gros accident au coin de la rue, puis tiens, c'est parfait, ça tombe très bien. C'est pas une bonne idée. Il ne faut surtout pas dire ça à la personne qui est dans la voiture. Bravo, ne t'inquiète pas, c'est parfait, tu as bien fait ça, c'est comme ça que ça devait. Non, c'est sûr qu'on ne peut pas le dire comme ça à ce moment-là. Mais, je sais que c'est dur à accepter des fois, mais dans la loi de l'univers, malheureusement, ce qui s'est passé pour de très bonnes raisons. Et ça ne pouvait pas ne pas se passer. Pour que ça ne se passe pas, il a fallu que des gens pensent différemment, agissent différemment, et soient programmés depuis un bon petit moment très différemment. Parce que sinon, ils sont dans une trajectoire, ils sont dans une lancée, puis les deux trajectoires se confrontent et finissent par exploser. Mais cette confrontation va faire en sorte que
ça devait se produire. Et dans la pièce de théâtre, dans son ensemble, on dira la pièce de théâtre, elle est parfaite. Et tout le bien qui se déroule, tout le mal qui se déroule pour des séquences très particulières. Ils sont comme presque programmés. Et c'est sûr, c'est pas ce qu'on souhaite souvent. Mais au bout du compte, on va se rendre compte que finalement, c'est arrivé pour une raison. Et si on veut utiliser cette expérience pour grandir, on peut le faire aussi. Alors ça, c'est une pensée qui n'est pas évidente, mais quand on dit, regarde, le drama, il est parfait, la pièce de théâtre, elle est parfaite. Et des fois, on a du mal à l'accepter comme ça. Et si on l'accepte comme étant parfaite, on se dit, maintenant, je fais quoi? Une fois que ça s'est passé, ça s'est passé. On ne peut pas reculer, on ne peut pas aller en arrière, on ne peut pas effacer le passé. Alors, si on l'accepte comme étant, écoutez, ça s'est produit, parce que ça devait se produire. Toutes les circonstances ont fait que ça se produit. Maintenant, je fais quoi avec ça? Et ça, c'est beaucoup plus constructif que confronter le passé avec une colère, un rejet, et non, ça n'aurait pas dû se faire, puis j'accepte pas que ça soit comme ça. Puis c'est sa faute si c'est comme ça, puis il va payer pour si c'est comme ça. On peut y aller là-dedans. Ça va juste exacerber davantage la situation, on va juste empirer la situation. Et c'est ce qu'on appelle vraiment jeter de l'huile sur le feu. Il y a déjà le feu, mais on rajoute encore de la négativité. Et ça, c'est pas du tout une méthode pour reconstruire une perte. Quand il y a une perte, on se dit, regarde, c'est comme ça, c'est comme ça. c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est comme ça. Et maintenant, je fais quoi? Et cette neutralité nous permet au moins de se dire, regarde, je l'aime pas, cette situation. Mais à partir de maintenant, je fais quoi? Et ça, c'est déjà une approche beaucoup plus positive. En tout cas, à mon sens, c'est plus positif. Alors, dans ce sens-là, il y a plein de pensées qu'on identifie comme étant des pensées de connaissance, des pensées de sagesse. Si vous regardez les librairies, maintenant, ça déborde de livres avec des pensées du jour. C'est 365 pensées du jour, bouddhistes, environnement, poisson, pensées de poisson, ça doit sûrement exister. À quoi pense un poisson pour être heureux dans l'eau? Vous voulez être heureux comme un poisson dans l'eau, les pensées de poisson, je suis sûr que ça existe dans les livres de poisson quelque part. Les pensées positives de poisson. Tu peux essayer, c'est peut-être très bon. Tu risques juste de te sentir un petit peu un peu muet ou un peu, comment on dit, muet comme une carpe, c'est ça. C'est juste des pensées, mais qui essayent de nous amener ailleurs, qui essayent de nous amener vers l'avant. Et de maîtriser la sagesse peut être très 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 utile. Si je vous demandais par exemple, pour la semaine prochaine, écrivez une page complète sur comment réparer suite à une perte, comment se réparer, reconstruire suite à une perte. Je suis sûr que si chacun y réfléchissait, vous auriez peut-être probablement vous asseoir ici la semaine prochaine, puis vous débrouillez bien mieux que moi d'ailleurs. Tu te lances dans l'atelier de réparation, des fois tu trouves des bons trucs, des fois tu trouves des mauvais trucs. C'est possible. Il y a des bons réparateurs, il y a des mauvais réparateurs. Il y a des bons mécaniciens, des mauvais mécaniciens. Alors, l'idée, c'est qu'est-ce que je suis capable de créer comme pensée qui puissent être des pensées réparatrices. Et ça va être des pensées qui sont axées sur l'expérience du silence, souvent. Parce que dans le silence, on a des fois des moments de bien-être, de détente, de perception. Quand on médite, souvent, ce qui nous arrive, c'est tellement comme... on respire, on prend le temps, on ralentit les pensées. Et d'un coup, on se rend compte qu'on peut ressentir les choses très différemment. Si on essaye juste maintenant, essayons juste maintenant de prendre quelques minutes. Puis je vais vous proposer juste l'idée de se dire qu'on est en vie dans ce corps. On fait juste un gros zoom out, puis imaginez que vous oubliez tout, la maison, la famille, les amis, tout le monde extérieur. Faites juste, à travers vous-même, pour vous dire, hey, ça fait, tout le monde a plus de 30 ans, au moins plus de 30 ans que je suis dans ce corps. On est en vie. On est sur la planète Terre. C'est un immense voyage incroyable. On est probablement sur une des plus belles planètes de tous les univers.
qu'on a la chance d'être relativement en bonne santé, fonctionnel, conscient d'être en vie, conscient d'être vivant. Et qu'on peut être juste là, sous un regard, il y a du soleil, le monde continue, il y a du bien, il y a du mauvais, il y a des immenses découvertes dans le monde, des tas de géants sont faits, puis il y a des horreurs, des atrocités en même temps. Et c'est ça le monde. Et moi je suis vivant dans ce monde. Et c'est un privilège d'être conscient de cette vie. Imaginez, faites une projection dans votre tête, un peu comme si on était au National Geographic, puis regardez la beauté de la planète. Imaginez la beauté des océans, les grandes vagues contre les rochers, toutes les espèces marines, les baleines qui sortent de l'océan, les oiseaux, la jungle, les déserts, toute une planète d'une richesse incroyable, qui est juste là pour nous. On est juste un locataire temporaire sur cette planète. La beauté du soleil, la beauté du ciel, les étoiles. Juste de se dire, on est vivant dans cette planète. Et chaque moment de la vie est fabuleux, fantastique. On peut tout abandonner, nos craintes, nos angoisses, nos inquiétudes. De dire qu'il n'y a rien qui est important. Rien qui est important. Juste de savourer le fait d'être en vie. Ce n'est pas incroyable. Juste le fait d'être en vie. D'avoir des gens qu'on aime. Pensez à vos parents, vos enfants, vos frères et sœurs, vos amis. Tous les gens qu'on aime dans la vie. Pensez à ceux que vous avez enlacés récemment, ceux que vous avez embrassés, en leur disant je t'aime. C'est magnifique la vie. Juste de savourer la vie. Vous sentez que la pile se recharge? Personne n'est déprimé avec ce genre d'idée, non? Ça va? Oh my God, la planète Terre, c'est trop rose, hein? Une planète plus petite, là? Non, on ne peut pas ne pas, si on se laisse aller dans ce genre de pensée. J'avais la chance d'aller à Vaudreuil-Dorion aujourd'hui, vraiment à 3/4 d'ici, au bord du lac, les bernaches, les outards étaient là, l'eau, on est sur le bord du fleuve, puis en fait du lac, puis on est resté, c'était dans le cadre du travail en plus, on se disait, hey, quelle journée de travail difficile, hein? Contempler les outards, s'approcher de nous. Tu regardes ça, tu dis la nature, on l'oublie dans le béton, ça, on oublie. Il y a juste ce contact avec la nature. C'est très, très, très puissant. Ça sont des pensées qui réparent. Ça colmate toutes les brèches de découragement, de pourquoi, qu'est-ce que je vais manger demain, puis j'ai un trou dans mes chaussettes. Oh là 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 là, j'ai un trou dans mes chaussettes. Flûte, maman. On se calme, ça va très bien, c'est pas grave. Et combien de fois on fait des montagnes avec des petites choses? C'est rien. Alors la perte, elle est très relative. Et puis nous, on se dit, ok, j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. En fait, on n'a rien perdu. Je pense qu'en spiritualité, on ne perd rien. Tout est là, c'est juste qu'on n'a pas allumé. On a juste oublié qu'il y avait un interrupteur quelque part. Puis en une seconde, on peut remettre toute la charge dans l'âme. Il faut juste trouver l'interrupteur. C'est sûr, ça vous est déjà arrivé, non? T'as pas d'eau, puis à un moment donné, oups, ça y est, on tourne un robinet, puis l'eau arrive. Coupure d'eau, la ville remet l'eau est là. En fait, la perte, c'est juste une absence, mais le potentiel est toujours là. Et je pense qu'en spiritualité, on parle de perte, mais en fait, on devrait plutôt parler d'inconscience. Ce que le silence et la connaissance font, c'est en fait de dissiper l'inconscience. Être inconscient de. Des fois, quand on dit « j'avais pas réalisé », récemment, je me disais, il y a des gens que je côtoie depuis des années. Une fois, j'étais avec quelqu'un qui me racontait tout à coup un peu
C'est ce qui se passe avec son fils, avec ceci. Puis je me dis, hey, ça fait des années que je connais cette personne. Je ne savais même pas que son fils était comme ça, ou qu'il se passait telle chose, et que sa fille avait divorcé. Donc c'est de l'inconscience. La réalité était là. J'en étais pas conscient. Et donc j'avais peut-être pas cette fibre encore un peu plus de compassion, de sympathie ou d'empathie envers la personne. Je n'étais pas conscient de sa réalité. Une fois qu'on en est conscient, je travaille avec quelqu'un, puis à un moment donné, la personne est un peu distraite, j'avais sur son cellulaire et tout, puis tout de suite, le jugement, c'était, ben voyons, au travail, tu sais, pourrait peut-être être plus concentré. Mais non, en fait, la pensée, c'est, qu'est-ce qui se passe? Puis me dire, il doit y avoir une raison. Puis imagine que c'est son enfant qui s'est blessé, puis un appel de l'hôpital, ou de whatever, de l'infirmière. Ben, sachant cette réalité, ma réaction est très différente. Ah ben, prends ton temps, ça va, c'est important. Vas-y. Mais si on n'a pas l'information, on a un mauvais jugement. Alors, souvent, c'est ça, la pensée qui n'est pas remplie de connaissance génère l'inconscience, l'insouciance ensuite. Et le silence, souvent, nous permet de capter des réalités qu'on n'aurait pas captées autrement. S'il se passe quelque chose puis qu'on s'énerve, ben on va passer peut-être à côté de la pensée qui nous dirait « Attends, demande à la personne peut-être qu'est-ce qui se passe vraiment » plutôt que de réagir tout de suite. Et peut-être que ce serait juste cette petite pensée qui était nécessaire pour éviter un conflit, un désaccord. Le silence permet d'avoir une perception. Je dis souvent le silence, c'est un regard. Parce qu'il n'y a plus d'auditif, ça le silence, mais ça donne pleine puissance au regard. On peut voir la perception, le troisième œil. Le troisième œil vient dans le silence. Être capable de percevoir qu'est-ce qui se passe vraiment. Dans mon expérience, souvent, c'est quand on est vraiment dans le silence intérieurement, c'est comme ça que tout devenait perceptible. On dit souvent, il suffit d'être dans le silence, puis là, on va entendre tous les bruits. Un oiseau, un pelle mécanique, là, les gens qui parlent, les gens qui sont là. Et si on est dans le bruit, on n'entend rien du tout. Est-ce que c'est votre expérience? Combien est-ce qu'on arrive à mettre tout ça dans le silence? Alors souvent le silence, il n'est pas facile parce qu'on est tellement bruyant qu'on n'arrive plus à tout mettre ça sur mode silencieux. Et dans le silence, pour nous créer le silence, c'est d'abord ralentir les pensées et ensuite essayer de créer des pensées de silence. Donc de générer des pensées, je suis une âme en paix. J'explore le silence. Je redécouvre la beauté du silence. Se parler à soi-même. Apprivoiser le silence. Combien de fois est-ce qu'on se dit ça? On dit souvent le silence, c'est de donner la parole à la vertu. Donc, dans le silence, on peut dire à la paix. As-tu quelque chose à dire? Si jamais vous êtes inquiète ou inquiet, l'inquiétude parle tout le temps. C'est quoi l'inquiétude? C'est l'esprit qui nous raconte sans arrêt, ah mais attention, peut-être que ça ne va pas marcher, peut-être que tu ne seras pas capable, peut-être qu'ils ne vont pas t'aimer, peut-être que ce ne sera pas reconnu, peut-être. On s'inquiète. Mais vous déjà essayé de faire l'expérience de dire à l'inquiétude, ok, tu as assez parlé, maintenant assis-toi, on va écouter qu'est-ce que la paix a à me dire, ou la confiance. Et ça, la confiance, elle parle dans le silence, pas dans l'action. Il faut créer ce moment de silence, puis tout à coup, là, on entend la confiance qui va nous dire des choses. Et la première chose que la confiance va dire, c'est qu'est-ce qu'on dit quand on va encourager quelqu'un? Aussi, t'es capable. T'es capable, ça va bien aller. Et souvent, on lui dit, non, t'inquiète pas. C'est la première chose qu'on veut faire, c'est dire, t'inquiète pas, ça va bien aller. T'inquiète pas, t'es capable. T'inquiète pas. Donc le courage va déjà dire à l'inquiétude, non, tais-toi, t'es correct, pas besoin de t'inquiéter. Si on n'aime pas quelqu'un nous énerve, qu'est-ce qui se passe? On fait juste entendre des pensées qui viennent de ce qu'on appelle l'inimitié.
le sentiment d'animosité, ou ce qu'on appelle l'inimitié, l'inverse de l'amitié. Et l'inimitié parle tout le temps. Non, mais pour qui il se prend celui-là? Non, mais Codon, culot. T'as vu ce qu'il t'a dit? Hey, comment tu acceptes ça? Moi, t'as j'accepterai pas ça. Défends-toi, dis quelque chose. C'est pas ça qui se passe dans la tête? Mais on ne reconnaît pas cette voix-là. On dit, t'as bien raison, ben oui, ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Puis là, on laisse cette pensée-là prendre le dessus. Puis on dit, il est nerveux celui-là, je l'aime pas du tout. Et là, on confirme que le sentiment est comme ça. Puis on dit, j'ai raison, qu'est-ce que tu veux, je l'aime pas. Mais pourquoi on ne dirait pas dans le silence à l'inimitié? Ok, prends un petit break, va aux toilettes, puis pendant ce temps-là, de dire à l'amour, as-tu quelque chose à me dire d'intelligent? Je te donne 10 minutes. Et dans le silence, faire parler l'amour. Et de voir comment l'amour va s'exprimer. Sinon, l'amour, au moins de l'amitié, ou au moins la compassion. L'amour va dire, écoute, j'ai pas grand-chose à te dire, mais j'ai 2 petites cousines, tu vois, elle jacasse beaucoup. Ça s'appelle la compassion puis l'empathie. Alors là, elles sont vraiment mes mères. La compassion et l'empathie, elles aiment les commérages. Mais spirituels, des commérages spirituels positifs. C'est ça l'empathie, non? Bah, pauvre petite, écoute, non, tu sais, il ne faut pas m'en vouloir, écoute, elle a raté son autobus ce matin, puis, écoute, elle n'a pas été élevée comme du monde, qu'est-ce que tu veux, c'est pas ta faute, c'est sa mère. Non? Du commérage, c'est du patinage spirituel. Ça s'appelle l'empathie. Je plaisante, mais c'est souvent ça, parce que l'empathie et la sympathie, la compassion, c'est presque comme des excuses de commère. Non, mais c'est pas de sa faute. Je plaisante, mais c'est vraiment ça en fait. Alors l'amour peut dire, écoute, moi j'ai pas de grande déclaration à faire. Non. Mais mes 2 cousines, elles vont jaser pendant un petit moment. Mais si on écoute l'empathie, l'amitié, la compassion, tout à coup on a moins de négativité envers eux. Donc ça c'est le silence et une forme de sagesse, donc la connaissance. Et c'est pour ça qu'on dit dans le silence, les vertus parlent. Dans le bruit, les vices grincent. Ça squeak. Et c'est ça qui se passe là. Le stress, la négativité. Si devant une situation, on se décourage, ben c'est pareil. Le découragement va nous dire quelque chose. Il faut juste dire dans le silence, hé, courage, pourrais-tu me faire un petit pep talk là? J'aurais besoin de toi. Il faut juste donner la parole au courage. Mais on ne prend pas le temps de le faire. Et dans le silence, on arrive à donner la parole à la vertu. Et elle nous encourage tout le temps. Elle nous dit des très belles choses. Puis on commence à y croire. Et après, le silence donne cette façon de retrouver un peu d'énergie. Et là, on articule encore plus la pensée positive. Et ce sont ces 2 forces-là, le silence et la connaissance, qui font que tout à coup, on reconstruit ce qui nous paraissait comme étant une perte. Et les fuites, souvent, elles viennent de nos faiblesses. C'est nos faiblesses qui font qu'on a des fuites. Et la faiblesse, en fait, c'est juste un autre mot pour de l'inattention. Moi, je trouve que la faiblesse, c'est rien d'autre que de l'inattention, un manque d'attention. Quand on ne fait pas attention, la nature, ce qui est un peu espiègle, c'est d'être espiègle. Mais le moment où on y prête attention, on arrive à... On est attentif, on voit ce qui se passe, on réagit correctement. Mais la faiblesse, c'est de l'inattention. Et on est très inattentif face à soi-même. Parce qu'on est toujours tourné vers l'autre, vers ce qui se passe, vers la température, vers ceci, vers cela. Alors que si on est attentif à soi-même, juste faire attention tout au long de la journée à quoi je pense. Récemment, on a lu une classe qui pour moi est le cœur de ce qui m'intéresse en ce moment dans mes efforts. On nous disait la raison pour laquelle vous avez beaucoup de pensées inutiles, c'est que votre esprit est espiègle, votre intellect vagabonde, et vous plaignez de vos vieilles habitudes. Puis vos vieilles habitudes sont tenaces. Ça m'a vraiment frappé de me dire, hey, j'ai 3
trois ministres, si vous voulez, ou trois joueurs dans ma tête. Ils sont tous les trois complètement dysfonctionnels. Ça va mal, c'est comme si tu regardes ta voiture, les roues vont dans les sens opposés, puis le moteur est en panne. Et ça marche pas bien. Si l'esprit est espiègle, je sais que Pierre, il aime ça, les esprits espiègles. La dernière fois, il m'a dit, mais c'est bon, l'esprit espiègle. Si l'esprit est espiègle, que l'intellect vagabonde, puis que les vieilles habitudes sont tenaces, c'est pas... mais mal parti, non? Et là, je me suis dit, okay, combien d'attention je vais être capable de porter à mon esprit, mon intellect et mes vieilles habitudes. Et vraiment, c'est un effort. On a fait un exercice, je pense, ceux qui étaient à la retraite. On a fait l'effort suivant, c'était de visualiser un champ de fleurs. Je leur disais, imaginez que vous voyez un champ de fleurs. Vous êtes capable de voir choisissez les fleurs que vous voulez, mais imaginez un champ de fleurs. De visualiser les fleurs, une par une. Enfin, il y en a beaucoup, là, mais bon, champ de fleurs. Puis imaginez que vous rentrez dans le champ de fleurs, puis vous marchez dans le champ de fleurs. Puis observez, quand vous marchez dans le champ de fleurs, qu'est-ce que vous observez? À quoi ces fleurs vous font penser? Et observez vos pensées. L'exercice, c'est de se demander, c'est l'intellect qui dirige les pensées. Juste au cours des deux dernières minutes, est-ce qu'il y a des pensées qui sont venues qui n'avaient rien à voir avec le champ de fleurs? Non? Ben, c'est bon. Donc personne n'a pensé à autre chose? Juste les champs de fleurs? Ça déraille très rapidement. Hein? Et ça peut être tout bête de dire, bon, on ne voit plus rien. Hein? Oh non, il y a les champs de fleurs. Oui, champ de fleurs. Ça prend un quart de seconde. Et l'intellect part. C'est très... Puis là, on a réussi... bravo à ceux qui ont réussi à n'avoir aucune autre pensée que le champ de fleurs. Mais ça demandait un effort. Parce qu'en temps normal, les pensées partent dans tous les sens. Et ça, récemment, j'essaie de me dire, si on peut porter plus d'attention à juste où vont mes pensées. Régulièrement se dire dans la journée, à quoi je pense? Comment je pense? Pourquoi je pense comme ça? Et reviens dans un autre mode de pensée. Et moi, je me suis fixé 4 types de pensées, en me disant, soit mes pensées doivent aller dans une forme de méditation spirituelle, donc ça c'est vraiment particulier, le matin, etc. Ou peut-être des fois, quand on est dans le parc, en train de marcher, puis de plutôt méditatif, okay, un type de pensée qui est des pensées méditatives. Ou alors mes pensées doivent être dans l'articulation de ce qu'on appelle donc la connaissance, réfléchir à des sujets importants. Dire, tiens, pendant les 10 prochaines minutes, je vais réfléchir à éviter les pertes, être expert à ne rien perdre. Ça va être ma nouvelle spécialité, je ne perds rien. Ça peut être ça, donc tu réfléchis. Comment je peux être vraiment un expert dans je ne perds pas d'énergie, je ne perds pas de temps, je ne perds pas mes pensées, je ne perds pas mes amitiés, je ne perds pas ceci. Donc je peux réfléchir comme ça. On dit, un petit 15-20 minutes, je réfléchis à ça. Alors, soit des pensées de méditation, des pensées de réflexion, ou alors des pensées de transformation. D'être attentif sur moi-même pour me dire, tu vois comment tu es, hein? Là tu es impatient. Pourquoi tu es impatient? Change, ok, essaye d'être patient. Parce qu'on est toujours en réaction à quelque chose. Et de s'observer, puis de changer son état d'être. Tu sais, comme tout à l'heure, je parlais du jugement. Quelqu'un sur le téléphone, je le juge tout de suite. C'est peut-être important. C'est peut-être pas juste un téléphone, c'est important. Donc, soit méditer, réfléchir, vérifier un peu comment je me comporte, ou ensuite mon rapport à l'autre. Est-ce que je porte attention à la qualité de mon rapport à l'autre?
quelqu'un me parle, que j'écoute, que je parle à l'autre. C'est quoi ma motivation? Pourquoi je parle comme ça? Juste être attentif. Et je me disais, si mon attention est sur ces 4 choses le plus possible, je me disais, là, il n'y a plus d'esprit espiègle, l'intellect vagabonde beaucoup moins, et ce n'est pas les vieilles habitudes qui sont actives, ce sont des... Je fais attention à avoir des bonnes attitudes, des attitudes fraîches. Et ça, je me disais, c'est vraiment intéressant pour gagner de l'énergie, toujours dans une forme que l'âme n'est pas en train de s'épuiser avec des pensées inutiles. Alors, ça demande de l'attention. Et la faiblesse, c'est un manque d'attention. Et on n'est plus habitué à... C'est pourquoi? Parce qu'on a pris tout pour acquis, comme je disais tout à l'heure, être ordinaire, c'est normal. Si je vous demande de conduire une voiture de sport qui vaut $1 million, je vous prête une voiture, là? Comment ça s'appelle les noms italiens, là? Lamborghini. Voilà, ça, elles sont chères, hein, celles-là. Borghini, c'est ça? Lamborghini. Lamborghini. Ou Je ne sais même pas les prononcer parce que j'ose pas. Surtout Lamborghini, c'est... Lamborghini. T'embarques là-dedans, on dit tu l'abîmes pas, là. Hein? Vous allez faire attention à tout, non? Vous allez vous essuyer les pieds avant de rentrer. Vous allez toucher délicatement à peu près tout. Vous allez peut-être même mettre des gants, c'est de ne pas l'abîmer. Puis vous allez conduire très 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 prudemment, non? Et si je vous disais que votre corps et votre esprit, votre intellect qui est une Lamborghini, alors vous pourriez peut-être dire, hey, je vais peut-être faire attention à comment je maîtrise ça. C'est pour ça qu'on dit des fois, considérez votre corps comme un temple. Puis qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on considère notre corps comme un temple, mais il faut lui donner énormément de respect. Qu'est-ce que je vais donner comme nourriture à mon corps? C'est ça juste pendant quelques jours, des fois, de se dire, mais si je nourrissais mon corps juste avec des choses vraiment pures, tu sais, qui valent vraiment un signe de respect. Si vous, je dis toujours la blague, je sais pas, qui est votre idole? Pensez à votre idole, que ce soit dans les sports, l'art, la culture, littéraire. Imaginez que vous receviez à souper votre idole. Normalement, vous ne lui offrez pas un sac de chips avec un peu de mayonnaise, non? Tiens, mon ami. Non, mais c'est à moins de vraiment en faire un truc un statement. Hein? Oui, Monsieur Dodge ou quelque chose comme ça. Tiens, mange des chips, mon ami. Peut-être que t'aimes les chips. Mais si on reçoit quelqu'un qu'on aime beaucoup, on va faire des petits plans, on va essayer de faire, on va soigner un peu plus ce qu'on fait à l'habitude. Et pourquoi on ne le fait pas pour nous à chaque jour? Moi, j'adore des fois, tout seul à la maison, je viens pour manger, puis là, je me dis, non, petit effort, je sors une assiette un peu plus grande, tu mets juste un petit truc au milieu, tu fais une petite touche, une petite fleur, une petite feuille de menthe, tout seul à la maison, là. Mais juste le fait de faire un petit geste différent, des fois, c'est cool. Là, quand tu manges, là, c'est plus tout seul, hein. Je ne mets pas une caméra comme ça qui me regarde pendant que je mange. C'est inhabituel, hein, je sais pas. Et pourquoi pas faire ça? C'est quand on a certaines... récemment, j'en ai une amie qui est spécialiste dans les postures physiques. Elle m'a fait vraiment prendre conscience que j'étais vraiment courbé, mal, tout tordu. T'sais. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est une question de prestance aussi. Quelqu'un m'a dit qu'ils avaient beaucoup aimé la conférencière qui est venue de Denise, parce qu'elle se tient, elle se tient vraiment droite. Hein? Puis tout ce qu'elle fait, c'est être très consciente de son environnement. Mais c'est une forme d'attention sur soi. C'est juste de faire attention un peu comment on marche, comment on se comporte, comment on agit. Même moi, quand je suis tout seul à la maison, je sens que des fois c'est facile d'être très ordinaire. Peut-être de se gratter un peu comme un singe. On peut se gratter plus délicatement. Même tout seul. Au cas où quelqu'un arrive pendant que je me gratte. En fait, ça m'est arrivé à Pise-de-Lège où on était pour la retraite.
J'étais dans ma chambre en train de faire des trucs à l'ordinateur. Puis les portes voisines, t'as tellement l'impression que la personne rentre dans ta chambre que j'ai même pas fait attention. Puis j'entendais une clé dans la porte, je dis c'est le voisin qui rentre dans sa chambre. Puis que j'entends pas très bien de cette oreille-là, j'étais là à l'ordinateur, mais en fait la personne rentrait vraiment dans la chambre. C'était une fille qui avait le passe-partout. Je ne savais pas que j'étais dans la chambre, donc elle voulait vérifier je sais pas trop quoi. Puis moi j'étais vraiment concentré sur le truc. Puis tout à coup, elle ouvre la porte. Ah, Eric, excuse-moi, désolé. Puis je dis, hey, ça tombe bien, hein, je suis habillé, je me gratte pas comme un sang. Je suis comme correct. Je me suis fait prendre correct. C'est bon, je suis comme. Mon amour propre a été sauvé. Mais après, je me disais, ouais, c'est pas parce que quelqu'un te regarde que tu dois bien te tenir. Même si on est tout seul à la maison, c'est bon de bien se tenir. C'est pour la présence du corps, puis l'élégance, le raffinement. Faire attention. Et c'est pour ça que je dis la faiblesse, c'est juste quand on ne fait pas attention. Et si on ne fait pas attention, c'est là qu'on perd beaucoup d'énergie, on perd beaucoup, et là qu'on crée souvent ce qu'on appelle la tension. Donc il y a des tensions qui se créent parce qu'on est en perte. On n'en a pas assez. Alors moi, j'aimerais vraiment reconstruire ou consolider et éviter les conséquences néfastes suite à une perte. C'est simplement d'investir dans le silence, dans la réflexion, maintenir un niveau de pensée quand même constamment le plus régulier, le plus positif. Et pour ça, c'est vraiment une question d'attention. À quoi je pense? Surveiller régulièrement. Où vont mes pensées? Pourquoi je pense à ça? Et si on fait juste l'effort de rediriger nos pensées, et on va apprécier énormément après. Comme je dis, moi, après 2-3 jours de bons efforts, c'est tellement agréable, c'est tellement puissant. Mentalement, il y a comme une espèce de force autour de la tête. Wow, okay. Contrairement à j'entends, mon Dieu, on a l'air fou quand on est tout stressé. Puis quand on est vraiment vide, ou alors on est déprimé, ou alors on est stressé, ou alors on est ordinaire. Juste ordinaire. Ça a un sens tout ça? Ouais. Perte d'électricité, ça va, ça ne nous a pas enlevé nos neurones en fonctionnant pas. Pfiou, ça marche même sans électricité. Alors, je ne sais pas si on peut conclure avec quelques minutes de méditation ensemble. Pour mettre la musique, il faudra que je me lève. On le fait en silence. On va le faire en silence. Non, on va le faire en silence. On va le faire en silence. Ça va très bien comme ça aussi. Ouais. Alors, laissez votre cœur jouer de la musique. Puis on peut méditer en silence. Prenons le temps de bien respirer, bien sentir le corps physique. Juste l'abandon de toutes ces tensions dans le corps en respirant profondément. On peut garder nos yeux à moitié ouverts, comme si même le muscle de l'œil était détendu. On sent que tout le visage est détendu. Le corps entier est détendu. En prenant de grandes respirations, c'est comme si on nettoyait le corps en entier avec une énergie pure. En mettant d'injecter de l'air dans le corps. Si on sentait le bienfait de l'oxygène dans toutes les cellules du corps. Maintenant, notre attention peut aller au centre du front, là où se trouve le siège de l'âme.
comme si on était derrière les yeux, qu'on regardait à travers les yeux. On est conscient de tout ce qui nous entoure. En même temps, on ralentit le rythme des pensées. On pense lentement, profondément. Je crée la pensée que je suis une âme. Un être de lumière. Une énergie pure. Une énergie puissante. Et dès que je commence à ressentir la présence de l'âme, juste au centre de mon âme, ressentir cette énergie au centre du front. Je commence à ressentir une vibration de paix. Le silence, la paix. Ce calme intérieur qui me fait tellement bien. Et je me rends compte que la paix est tellement naturelle. Comme si c'était l'essence même de l'être. Je m'imprègne de cette qualité de paix. Une paix qui guérit. Comme si c'était une paix qui répare. Alors, je m'accroche à cette paix. J'essaye de la faire venir encore plus près de moi. Chacune de mes pensées émet une vibration de paix. Et cette paix devient comme la fondation de tout mon être.
si les racines de mon être allaient dans les profondeurs de la paix. Et alors que je me sens complètement en paix, c'est comme si j'avais réparé toutes les fuites en moi. Et je peux alors commencer à me remplir. Parce que ma paix est à la base de tout. Et quand je suis dans cet état de paix, je peux commencer à accumuler le bonheur. Je peux même ressentir que j'aime différemment. En prenant conscience de la puissance de mes pensées, je me dis que je reviendrai régulièrement dans cet état de conscience, juste pour vérifier si mes pensées m'aident à garder le contact avec cette paix intérieure. Je crée ce désir de vouloir me remplir, de vouloir accumuler en moi toute cette énergie de paix et de bonheur, et de faire fructifier cette paix, fructifier le bonheur, en me donnant la chance de le partager aux autres, de l'offrir aux autres.